On s'est tous déjà posé la question. Pourquoi certains enfants semblent saboter toutes les tentatives d'aide? Pourquoi repoussent-ils ceux qui, justement, essaient de leur tendre la main? C'est une question qui peut vraiment dérouter. Et aujourd'hui, on va plonger dans la théorie de l'attachement pour y trouver des réponses. Et elles sont assez surprenantes. C'est vraiment ce paradoxe qui est au cœur de notre exploration. Et pour commencer à le dénouer, on va utiliser une image, une métaphore très très parlante. Oui, un pont. On va emprunter cette métaphore à la formatrice Anne Clerks parce qu'elle est vraiment lumineuse. Il faut imaginer l'attachement comme un pont vers l'indépendance. Alors, comment est-ce que ce pont est censé être construit dans des conditions idéales? Reprenons depuis le début, à la base de tout. En fait, c'est simple. Imaginez qu'un enfant, à sa naissance, se trouve au bord d'une rivière assez dangereuse qui symbolise toute l'insécurité du monde. Eh bien, la mission des adultes qui s'occupent de lui, c'est de bâtir un pont super solide, fait de soins constants, de chaleur, de prévisibilité, pour lui permettre de traverser sans risque de l'autre côté, vers l'autonomie. Mais voilà, que se passe-t-il quand cette construction est chaotique, quand les matériaux ne sont pas bons ou, pire, quand les bâtisseurs abandonnent le chantier en cours de route? Chaque rupture, chaque moment de négligence ou d'abandon, même quelque chose qui peut nous sembler anodin, comme un simple changement de personnel dans un orphelinat, eh bien ça crée un trou béant dans ce pont qui est encore si fragile. Et pour certains enfants, ces ruptures ne se comptent pas sur les doigts d'une main, elles se comptent par centaines. Des centaines au cours des tout premiers mois de vie. Ce chiffre, il vient de l'expérience d'Anne Clerks en Éthiopie et il donne le vertige. On ne parle pas d'un ou deux accidents de parcours, mais bien d'un état de rupture quasi constant. Il faut bien imaginer qu'à chaque fois que l'enfant passe à travers un de ces trous et tombe dans la rivière glacée de l'insécurité, son cerveau, son corps, sa mémoire la plus profonde enregistre une leçon. Une leçon absolument fondamentale, s'attacher, c'est dangereux. Faire confiance, c'est prendre un risque mortel. Et c'est là que notre regard doit changer. Ces expériences ne forgent pas des enfants difficiles ou capricieux. Elles forgent des survivants. Leur logique interne n'est plus du tout celle du développement classique, c'est une logique de survie pure et dure. Et c'est pour ça que la discipline traditionnelle ne marche pas. On ne punit pas quelqu'un qui se bat pour sa vie. Face à ce pont complètement cassé, ces survivants vont développer des stratégies bien distinctes pour réussir à traverser la rivière malgré tout. Et c'est fascinant de voir les différents styles qu'ils adoptent. On peut schématiser ça en 3 grands archétypes. D'abord, il y a le sumo. Lui, il va tester le pont sans arrêt, en sautant dessus de toutes ses forces, en défiant l'adulte pour voir s'il va tenir bon. Ensuite, on a le velcro. Il a tellement peur de tomber qu'il s'agrippe, il s'accroche désespérément à l'autre. Et puis enfin, il y a le solo. Il a conclu que ce pont est une arnaque, que c'est bien trop dangereux, et il décide de traverser la rivière tout seul, en refusant toute aide. Mais pour vraiment pouvoir aider, il faut aller encore plus loin. Il faut comprendre la logique qui se cache derrière ces comportements. Parce que ce n'est pas irrationnel. Non. C'est une logique de survie, implacable. On va prendre une autre image. Imaginez que pour cet enfant, la relation à l'autre, c'est comme un immense marécage plein de sable mouvant. Avant de risquer de poser le pied quelque part, il doit absolument tester la solidité du sol. Et comment il fait? Il jette une pierre. Et cette pierre, c'est le comportement difficile. Et c'est là que le piège se referme. L'enfant lance sa pierre. L'adulte, souvent, réagit mal avec de la colère ou de l'énervement. Et cette réaction, pour l'enfant, c'est la preuve. La preuve que sa croyance de départ était juste. Le marécage est bien dangereux. Du coup, sa conclusion est terrible. Il va devoir lancer une pierre encore plus grosse la prochaine fois, pour être vraiment sûr. C'est un cercle vicieux infernal. Le vrai changement de paradigme, il est là. Il faut arrêter de se battre contre le comportement, contre la pierre qui est lancée. Il faut s'attaquer à ce qui motive le geste, l'anxiété, le marécage. L'ennemi, ce n'est pas l'enfant. L'ennemi, c'est l'anxiété qu'il submerge. D'accord. Alors concrètement, comment on fait pour assécher ce marécage? Comment peut-on construire un environnement qui soit enfin prévisible et donc sécurisant? Pour commencer, il faut identifier ce qui remplit le marécage, ce qui nourrit l'anxiété. L'acronyme CINE est un excellent pense-bête. Tout ce qui est changement, imprévu, nouveauté ou tout ce qui menace l'ego, l'estime de soi, est immédiatement perçu comme un danger immense. Et ça déclenche le besoin de jeter des pierres. Et ça nous amène à une solution qui va complètement à l'encontre de notre intuition. Face à un enfant qui semble rejeter l'amour, notre réflexe c'est de vouloir lui en donner encore plus. Mais pour quelqu'un qui a appris que le lien est un poison, l'affection peut être perçue comme une menace. Ce dont cet enfant a un besoin vital, avant toute chose, ce n'est pas d'affection débordante, mais de cohérence et de prévisibilité. L'objectif pour l'adulte, c'est de devenir comme une maison.
Une maison si familière, si prévisible, que même en pleine panne de courant, dans le noir total de l'angoisse, l'enfant sait exactement où sont les murs, où sont les meubles, quel chemin prendre. Il peut s'y déplacer sans avoir peur de se cogner. Il est enfin en sécurité. Tout ça nous laisse avec une dernière question, un basculement total de perspective. Et si ce comportement qui nous épuise, qui nous met à bout, et si ce n'était pas une provocation? Et si ce n'était pas un appel à l'attention, mais une quête désespérée pour savoir si cette fois, enfin, le sol est solide sous ses pieds?